Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle armée hellénistique. Alors après avoir vu les principales puissances hellénistiques, qu'il s'agisse des Lagides, des Séleucides et des Antigonides, qui représentent vraiment le gros morceau de cette période hellénistique, eh bien je vais aborder dans ce numéro l'armée d'un royaume qui est beaucoup plus modeste par sa taille et sa puissance, c'est celle du royaume de Pergame. Alors pour cela, je vais m'appuyer sur deux ouvrages que j'ai déjà utilisés dans les présentations précédentes d'armées hellénistiques, alors qu'il s'agisse du classique ouvrage de Duncan Head, ou alors pour ce qui est plus spécifiquement des mercenaires, le livre de Thomas Griffith. Donc vous voyez que la biographie est un peu à l'image de ce royaume, elle est extrêmement modeste. On n'a pas d'ouvrage qui traite de l'armée de Pergame en soi, tout simplement parce qu'il n'y aurait pas assez d'informations pour faire un ouvrage, donc c'est plutôt un ensemble de petits articles. Thomas Griffith consacre à peine 3-4 pages sur les mercenaires de Pergame. Alors, ça va me poser aussi un souci, c'est la faiblesse du nombre de représentations des armées de Pergame que j'ai à ma disposition. Ce qui va m'obliger en fait à utiliser des représentations d'autres armées, qu'il s'agisse de Séleucide ou de Lagide ou peu importe, mais à chaque fois je le préciserai, et puis je les utiliserai évidemment que si ça correspond à l'armée de Pergame. Alors, à l'origine, Pergame n'est pas un royaume, mais une cité. Où est située cette cité? Donc je vous montre sur une carte. Vous voyez que elle se trouve à proximité des côtes de la mer Égée, dans cette vallée. Et là, ce que vous voyez en fait, c'est la ville actuelle de Bergama, qui est située sur l'ancien site de la ville basse de Pergame. Alors je dis ville basse parce que vous voyez ici, vous avez la ville haute, sur laquelle on a encore les ruines de l'ancienne acropole de la ville de Pergame. Donc sur cette acropole, eh bien, on reconnaît ce demi-cercle qui était un théâtre, également les temples, etc. Et donc c'était sur cette acropole que résidaient les rois pergamiens. Alors comment cette cité est devenue un royaume? Tout commence en 281 avant Jesus Christ. À ce moment, la cité de Pergame appartient au royaume de Lysimaque, que vous voyez sur la carte en jaune pâle. Je rappelle que Lysimaque est l'un des diadoques qui, à la mort d'Alexandre le Grand, s'était vu attribuer le gouvernement de la Thrace, mais qui, après avoir pris le titre de roi et remporté une victoire à Ipsos contre Antigone le Borgne en 301 avant Jésus-Christ, eh bien, avait agrandi son royaume sur la majeure partie de l'Asie mineure. Lysimaque a confié le gouvernement de la ville à un certain Philétéros, qui, en plus de la gestion de la cité, eh bien, était aussi le gardien du trésor royal de Lysimaque. Mais une guerre des diadoques entre Séleucos, le roi du royaume séleucide, et Lysimaque, qui se termine par la défaite et la mort de ce dernier à la bataille de Couropédion en 280 Jésus-Christ, va changer le destin de ce Philétéros. En effet, ce dernier, comme il avait senti un peu le vent tourner, eh bien, il s'était rallié à Séleucos. Et donc, ce dernier, pour le remercier, va le confirmer dans ses fonctions d'administrateur de la ville. C'est ainsi que va commencer les 150 ans de l'histoire de Pergame, dominée par cette dynastie que l'on appelle les Attalides. Alors, je vous ai fait une bonne vieille frise chronologique à l'ancienne, et moi j'aime bien les Attalides parce que c'est simple. Vous avez des longs règnes. Vous avez qu'à regarder Attal Ier qui règne 50 ans à lui tout seul. Vous n'avez pas comme chez les Séleucides à la fin de la dynastie 53 pour une année. Et puis vous avez des prénoms qui sont faciles à retenir puisque le petit-fils reprend systématiquement le nom du grand-père. Donc à Eumène Ier, vous allez avoir Attal Ier. Ensuite ça va être Eumène II. Donc ensuite Attal II. Et puis vous avez une exception, c'est Attal III. Lui ça devait être un rebelle. Non, en fait c'est peut-être parce que aussi il était le neveu d'Attal II. Donc en fait, il avait déjà choisi son prénom avant d'être souverain. Donc c'est cette famille qui va faire passer cette cité du statut de simple ville à celle de véritable royaume, puissance régionale. Alors pour vous présenter cette armée, je vais être obligé de m'y prendre en deux temps. Le premier, c'est l'armée de Pergame durant le IIIe siècle avant
Jésus-Christ, en gros jusqu'au milieu du règne d'Atal. Pendant cette période, le territoire de Pergame va s'agrandir progressivement au détriment de ses voisins. Si vous regardez la carte, le territoire de Pergame est représenté dans une sorte de vert clair pas beau. Et vous pouvez vous apercevoir qu'il est entouré par ce territoire en vert qui correspond à des territoires contrôlés par le royaume séleucide. Et pourtant, c'est pas contre ce dernier que les Attalides vont devoir se battre en premier, mais contre les Galates, dont l'invasion de 279 à 276 avant Jacques Chirac va complètement balayer toute la Grèce et l'Asie mineure. Sauf que Philatéros, lui, va réussir à repousser une attaque des Galates en 276 avant Jésus-Christ, ce qui lui fait gagner un énorme prestige auprès des cités grecques de la côte ionienne. Lui et ses successeurs vont par la suite continuer cette guerre contre les Galates, désormais installés dans cette région qui va s'appeler la Galatie, et qui permettront aux Attalides d'augmenter le territoire contrôlé par la cité de Pergame. Alors je vous mets les deux cartes de l'Asie mineure, une qui date de 240 avant Jésus-Christ et une autre à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous pourrez remarquer que désormais le territoire attalide s'étend jusqu'à la Galatie, mais que il n'y a pas que la Galatie qu'on a fait les frais. Ce territoire de Pergame, il s'est aussi agrandi aux dépens de l'ancien territoire vert, c'est-à-dire du royaume séleucide. Car si Philatéros s'est rallié à Séleucos en 280 avant Jésus-Christ, c'est parce que sa stratégie était d'évoluer progressivement dans l'ombre de ce royaume. Si bien que les Attalides vont très vite des velléités d'indépendance, et ça commence avec le successeur de Philatéros qui est Eumène. Il décide à titre de symbole de frapper des monnayages qui sont complètement dépouillés de toute allusion au pouvoir séleucide. Il n'en faut pas plus pour que le roi du royaume séleucide décide d'intervenir. À ce moment-là, eh bien, ce roi c'était Antiochos Ier. Sauf que lorsqu'il arrive sur le territoire de Pergame avec son armée, eh bien, Eumène lui colle une pâtée en 261, et cette victoire d'Eumène consacre officiellement la création d'un royaume indépendant de Pergame. Mais il faudra attendre son successeur, Attal Ier, pour voir les Attalides s'attribuer officiellement le titre de Basileus, c'est-à-dire de roi. Alors à quoi ressemblait cette armée pergamienne qui a permis aux Attalides de mener toutes ces guerres? Alors comme je vous l'ai dit au tout début, question source, c'est un peu la dèche. En fait, elle se résume à deux inscriptions. On a une inscription dite de Lilaea, qui porte le nom en fait d'une cité hellénistique située en Étolie. Alors l'Étolie, évidemment, c'est loin, hein, c'est en Grèce. Vous allez me dire quel est le rapport avec l'armée pergamienne. Mais en fait, c'est une inscription qui est faite en l'honneur de la garnison de cette ville, qui est composée en fait de soldats envoyés par Attal Ier. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Étolie, à ce moment-là, est en guerre contre la Macédoine, avec Philippe V, hein, et Attal est l'allié de l'Étolie. Et puis on a une deuxième inscription, dite inscription de Pergame, qui date de 260 avant Jésus-Christ, concernant un accord entre Eumène Ier et des mercenaires formant la garnison de Philétaria, au nord-est du royaume, et la garnison de Atelia sur la frontière avec le royaume séleucide. Alors deux inscriptions seulement, vous allez vous dire, avec ça, on va pas aller chier loin. En réalité, c'est tout l'art de l'histoire de l'Antiquité, c'est de tirer un maximum d'informations à partir d'un nombre de sources très faible, ce qui est le contraire en fait de l'historien contemporain qui lui dispose d'un nombre incalculable de sources, mais il doit les trier et à partir de ça, essayer de faire une compilation. Alors, en fait, à partir de ces deux inscriptions, on apprend plein de choses. Alors je vous l'accorde, elles ne donnent aucun effectif. De toute façon, nous n'en avons aucun pour le IIIe siècle. En revanche, elles nous renseignent beaucoup sur la composition de cette armée. L'inscription de Lilaea, par exemple, précise que le contingent pergamien, qui a été envoyé dans cette cité d'Étolie, était constitué de 6 Egenioi. Alors je dis bataillon parce que Egenion, il n'y a pas forcément de traduction précise. Ces 6 Egenion, eh bien, il y en avait un qui était composé de citoyens pergamiens, 3 de Mysiens, 2 de mercenaires grecs. Autrement dit, à partir de cette inscription, on peut déjà affirmer que l'armée pergamienne était constituée de deux éléments.
Le premier, c'est la milice pergamienne composée des citoyens de la cité. Alors longtemps, les historiens ont cru que ces derniers n'avaient pour seul objectif que la défense des murs de la ville. Mais cette inscription montre bien que les citoyens pergamiens étaient aussi employés sur des théâtres d'opérations lointains. Alors on ne sait pas comment est-ce qu'ils étaient équipés. Probablement comme dans toutes les cités grecques, mais là évidemment on est dans le domaine de la spéculation, on n'a aucune source. En revanche, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'ils ne représentaient qu'un petit nombre par rapport au second groupe qui est celui des mercenaires. Donc ça c'est le deuxième élément, ce sont les mercenaires. Ils constituent la très grande majorité des forces pergamiennes. N'oublions pas que Philatéros a quand même hérité du trésor de Lysimaque lorsqu'il est devenu le maître de Pergame. Et ce trésor, il était assez considérable. Donc les Attalides, ils ont jamais eu de mal en fait à attirer et à payer des mercenaires. L'inscription de 260, présentant Eumène faisant de grandes concessions à ses mercenaires, montre que ceux-ci représentent une force trop importante dans les armées pergamiennes pour que les Attalides se permettent de les négliger, au risque qu'ils se retournent contre eux. Alors d'où viennent ces mercenaires? L'inscription de l'Ilaea montre la très grande proportion de Grecs, à peu près un tiers. Mais Griffith, lui, il a pris une autre méthode. Il a établi une liste des 74 mercenaires de Pergame identifiés durant toute son histoire. Sur ces 74, eh bien, il y en a 17 qui proviennent de la ville de Lysimakeia, alors qui est située en Thrace. Alors, est-ce qu'il s'agit de Grecs de la cité de Lysimakeia ou de Thrace qui ont été engagés? Ça, on peut pas le dire. 12 viennent de la partie asiatique, donc c'est-à-dire l'Asie mineure ou peut-être même plus à l'est. 9 viennent de l'ouest, alors c'est-à-dire peut-être de l'Illyrie, de la Sicile ou de l'Italie. Et puis tout le reste vient de la Grèce. Donc vous voyez que les Grecs sont quand même assez majoritaires dans les mercenaires utilisés par Pergame. La littérature nous montre que Attal Ier a aussi recruté des mercenaires celtes de Thrace pour lutter contre Achéus. Alors, je vous raconte pas trop l'histoire d'Achéus, puisque là, ça me prendrait trop de temps. Mais ce recrutement s'est fait en fait en échange d'une promesse de territoire pour ces Celtes. Mais alors, comme ces derniers étaient de faible valeur, ils étaient assez indisciplinés, ils traînaient dans leur cortège toute leur famille, et ils étaient assez superstitieux parce que la simple vue d'une éclipse a provoqué la panique dans leur rang. Si bien qu'Attal Ier, en fait, a préféré casser sa promesse et renvoyer ses mercenaires. Il y a un doute concernant les bataillons de Mysiens. La Mysie, en fait, c'est le nom de la région dans laquelle se situe la cité de Pergame. Donc la question c'est, est-ce que ces Mysiens sont des hommes engagés en tant que mercenaires, ou est-ce qu'il s'agit de sujets, de personnes qui se trouvent sur le territoire dominé par Pergame et qui ont été levés? Si la deuxième hypothèse l'emporterait, alors il faudrait en fait rajouter un troisième groupe aux forces attalides qui est celui des sujets. Je rappelle que ces sujets ne sont pas des citoyens de la cité de Pergame. Alors vous voyez qu'à partir de deux inscriptions, on peut tirer quand même pas mal d'informations. Autrement dit, avec tout ce qu'on vient de dire, eh bien, on peut dire que Pergame n'a pas, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, d'armée régulière. Pas de colons militaires comme, par exemple, ils existent dans le royaume lagide ou séleucide. De toute façon, la population gréco-macédonienne dans ces territoires pergamiens y est assez faible. On n'a pas de phalangistes dans l'armée de Pergame, qui se bat uniquement avec des troupes soit moyennes, soit légères. Alors ces forces armées pergamiennes devaient être assez conséquentes quand même, parce que ils ont tout de même réussi à vaincre les Galates et aussi Antiochos Ier, mais pas assez suffisantes pour pouvoir faire face à la politique vigoureuse d'Antiochos III, qui lui, à partir de la fin du IIIe siècle, va mener une politique beaucoup plus énergique et qui va réduire progressivement le territoire de Pergame à la vallée du Caïque. Vous regardez bien, si vous comparez les deux cartes, vous voyez que le territoire s'est beaucoup rétréci. C'est là que commence notre seconde partie de la présentation sur cette armée pergamienne. Alors pourquoi faire une seconde partie? Parce que à ce moment-là, eh bien les Attalides vont complètement changer de politique étrangère. Déjà, ils vont regarder du côté de la mer Égée, et puis surtout, ils vont s'allier avec un nouvel arrivant dans le secteur, ce sont les Romains.
avec qui ils vont signer un traité d'alliance et d'amitié en 209 avant Jésus-Christ, et à partir de ce moment-là, eh bien Pergame sera et restera un fidèle allié de Rome. Si je devais faire une comparaison anachronique, Pergame c'est un peu comme l'Angleterre par rapport aux États-Unis. Alors, Attal Ier va par exemple s'engager du côté des Romains dans la guerre contre la Macédoine entre 200 et 197, et pour les récompenser, eh bien les Romains vont leur livrer l'île d'Égine et d'Andros. Eumène II continue cette alliance avec Rome, qui, après avoir vaincu la Macédoine, ne tarde pas à entrer en guerre contre le royaume séleucide. Et comme Pergame est l'allié des Romains, eh ben celle-ci est assiégée par les Séleucides. Appien nous apprend d'ailleurs que les alliés de Pergame, les Achéens, vont envoyer 1000 fantassins et 100 cavaliers pour pouvoir soutenir le siège. C'est là la preuve quand même de la faiblesse des forces pergamiennes, parce que pour que les Attalides soient en attente de renforts d'alliés provenant de Grèce, pour pouvoir soutenir le siège de leur propre capitale, c'est que quelque part ils ne disposent pas assez de troupes. Pourtant, une fois que le siège va être levé par les Romains, les forces de Pergame vont combattre aux côtés des Romains dans la grande bataille décisive de Magnésie, qui voit opposer ces derniers au royaume séleucide. Et les forces de Pergame constituent une partie de l'aile droite de l'armée romaine dont Eumène II va recevoir le commandement. Cette aile est constituée de 7000 hommes, mais les forces de Pergame n'en constituent qu'une toute petite partie. C'est Livy qui nous en donne le descriptif. Alors, le contingent de Pergame compte 800 cavaliers. Elle comporte également 500 archers crétois et 500 tirailleurs trallianoi. Alors, selon Duncan Head, ces Trallianoi, à l'origine, sont des soldats de la cité de Trall en Carie. Mais il est impossible que cette petite cité ait pu fournir autant de soldats, d'autant plus que dans les armées séleucides, il y avait également 3000 soldats dits Trallianoi. Donc Duncan Head pense que, comme dans toute armée hellénistique, c'était la mode à l'époque, leur nom a fini par désigner un type de soldat. Et ce type de soldat, en fait, c'était des frondeurs. Il y avait également 3000 peltastes. Alors là, il faut faire une petite distinction. Ce sont tous des Achéens, mais on y trouve à la fois des alliés, le contingent des 1000 hommes qui avaient été envoyés justement pour soutenir le siège, et le reste, eh bien, c'est probablement des mercenaires recrutés par Eumène dans la ligue achéenne, selon un accord d'alliance avec cette dernière. Cette composition, elle nous en dit beaucoup sur l'état des forces de Pergame au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. En même temps, elle ouvre la voie à plusieurs interprétations possibles. Déjà, ce qu'on peut souligner, c'est l'extrême faiblesse du contingent de Pergame présent à cette bataille de Magnésie. À peine 3800 hommes. Or, je rappelle que cette bataille a lieu pas très loin au sud de la ville et qu'en cas de défaite, eh ben, celle-ci risquerait de prendre cher. Alors certes, on peut émettre l'hypothèse que toutes les troupes attalides ne sont pas présentes à la bataille de Magnésie. Peut-être qu'il y a certaines troupes qui sont dans les différentes garnisons du royaume. Mais cela paraît quand même tout de même faible. D'autant plus que, d'habitude, les souverains attalides procédaient à des recrutements exceptionnels de mercenaires qui se rajoutaient aux mercenaires qu'ils recrutaient sur long terme et aux citoyens de Pergame. Mais là, Eumène ne procède à aucun recrutement. Alors pourquoi? Peut-être des problèmes d'argent, suite notamment à la perte de territoire conquis par les Séleucides. La deuxième chose que l'on peut constater, c'est l'absence de troupes lourdes. Si vous regardez la composition de ce contingent, eh bien, il est composé uniquement de troupes légères, des archers, des frondeurs, quelques peltastes, rien qui ressemble de près ou de loin à des phalangistes. Enfin, on constate l'absence des citoyens pergamiens. Alors, est-ce que c'est dû à la situation du moment où, c'est-à-dire que les Attalides n'ont pas voulu faire appel à eux et elle est cantonnée à la défense des murs de la cité, ou bien est-ce que c'est une évolution générale des pratiques Attalides de ne plus faire appel du tout aux citoyens dans l'armée? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après cette victoire de Magnésie contre Antiochos III, eh bien Attal Ier gagne les 54 éléphants survivants de l'armée séleucide, même si par la suite, par contre, on n'a aucune trace de leur utilisation.
Et par le traité d'Apamée en 188 avant Jésus-Christ, où le royaume séleucide reconnaît sa défaite, le royaume de Pergame reçoit tous les territoires séleucides situés à l'est du Taurus, c'est-à-dire à la gauche de la ligne qui s'affiche sur la carte, et qui fait du royaume de Pergame la principale puissance d'Asie mineure. Eh bien, cet agrandissement territorial du royaume va avoir des conséquences sur son armée. La première conséquence est à mettre au conditionnel. Des colonies militaires auraient été installées. Les Attalides auraient mis en place un système de colons militaires comme il existe chez les Lagides et Séleucides. Alors pourquoi j'utilise le conditionnel? Parce que deux éléments le font penser. On a d'un côté Livy qui utilise à un moment donné pour parler d'une force de 150 Mysiens et Crétois, il utilise le mot colon. Vous avez une deuxième preuve, c'est le testament d'Attal III qui évoque les Macédoniens. Or, vous savez que lorsqu'on parle des Macédoniens dans le royaume séleucide ou l'Agide, eh bien, il s'agit des colons militaires gréco-macédoniens qui sont installés sur une terre en échange d'un service. Mais encore une fois, c'est un débat, car dans les deux cas, il peut tout aussi bien s'agir de colons militaires vivant autrefois dans le royaume séleucide, mais qui, étant passés sous la domination pergame, se trouvent intégrés dans l'armée de cette dernière. Mais en même temps, il semblerait que des cités aient été fondées à partir de mercenaires transformés en colons. C'est le cas par exemple de la cité de Ménéia en Phrygie, dont une partie de la population aurait été à l'origine des mercenaires achéens, peut-être ceux d'ailleurs qui ont été recrutés pour la bataille de Magnésie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la deuxième conséquence, et elle est liée indirectement, c'est l'agrandissement des capacités militaires du royaume. En 171, Eumène II va provoquer une énième guerre entre Rome et la Macédoine, cette fois-ci dirigée par Persée. Alors comment il s'y est pris? En fait, comme il se plaignait du retour en force de la puissance macédonienne, il est allé se plaindre auprès du Sénat en exagérant les capacités militaires de la Macédoine. Ce qui fait que Rome, qui a pris peur, a décidé de soutenir son allié de Pergame. Donc, durant cette guerre, eh bien, Pergame va disposer de sa plus grande force armée jamais rassemblée. 6000 fantassins et 1000 cavaliers, dont 200 galates. Alors, il s'agit que d'une force d'expédition. Il faut ajouter également les garnisons qui sont restées dans le royaume, désormais agrandi. De plus, Livy nous apprend que Mène a par la suite recruté 1000 cavaliers gaulois. Alors quand je dis gaulois, hein, c'est en gros des Celtes, alors soit de Thrace ou de la Galatie, et plus tard 100 autres cavaliers gaulois, ainsi que 150 fantassins légers mysiens et crétois, ceux-là même avec lesquels Livy parlait de colons. Alors à ce propos, nous disposons d'un fragment d'un traité d'alliance passé entre Eumène II et une trentaine de cités crétoises, qui autorise les Attalides à y recruter des mercenaires. Alors ce traité date de la période où Eumène doit faire face à une guerre contre le royaume du Pont, durant laquelle il aurait doublé la taille de son armée. Là je reprends les mots de Livy. Néanmoins, comme le dit Griffith, si les forces pergamiennes se sont accrues suite au traité d'Apamée, elles n'ont pas augmenté proportionnellement à la taille du royaume. Il n'y a toujours pas d'armée permanente à l'inverse des autres armées hellénistiques. Et le fait que l'invasion en 155 avant Jésus-Christ du royaume par le souverain de la Bithynie, qui s'appelait Prusias, ne soit stoppée qu'aux portes de la capitale, et encore avec l'aide de la Cappadoce et du Pont, montre la faiblesse relative de cette armée pergamienne du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les derniers temps du royaume de Pergame, c'est-à-dire en gros du règne d'Attal II à la fin de celui d'Attal III, donc de 159 à 133 avant Jésus-Christ, sont des temps de paix. Selon Griffith, cette paix aurait fait péricliter l'armée pergamienne en quelque chose qui dépasserait à peine le statut de la milice organisée. En 133, Attal III meurt sans fils, mais pas sans héritier. Il avait un frère qui aurait pu lui succéder, mais comme il l'a jugé un peu inapte, il a préféré dans son testament léguer tout le royaume, sauf le territoire de la cité de Pergame, au peuple romain et au Sénat, qui vont en faire une province surnommée Asie.
Ah, vous voyez, c'est super sympa, hein. Je lègue mon royaume à un pays étranger. Voilà, donc vous voyez que Pergame n'a jamais été une grande puissance hellénistique, tout au plus une puissance régionale, et encore, celle-ci, elle est due en grande partie à l'alliance et à la protection de Rome. Sans elle, elle n'aurait été probablement pas grand-chose. Son armée est par conséquent restée modeste et rien de comparable aux armées lagides, séleucides et antigonides. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous aura plu, même si, bah, évidemment, du fait de l'absence de représentation de l'armée pergamienne, bah, cette présentation vous a peut-être paru un peu moins dynamique d'un point de vue des images. C'est pas grave. On va se rattraper en terminant avec des images de synthèse sur l'acropole de Pergame. Et puis bah il me reste plus qu'à vous souhaiter bah, de bonnes fins de vacances. Profitez bien et à la prochaine. Ciao ciao.